chers élèves de 3e 5. Excusez-moi, j'étais dans une petite séance de repassage. Je vous avais parlé dans la première vidéo de la nécessité d'avoir un environnement de travail adéquat, agréable. C'est pourquoi j'ai rajouté cette nappe. Et de temps en temps, il me faut la repasser d'ailleurs une micro-miette. Alors, mes chers élèves de 3e 5, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, suite de la guerre froide. Nous n'oublions pas, évidemment, nos gestes d'usage, d'aider la grenouille. Alors, revenons à notre plan sur la guerre froide. Nous avons dû faire un rappel du bilan de la Seconde Guerre mondiale. Fin de la Seconde Guerre mondiale, un soulagement, en même temps un espoir très vite déçu. La guerre froide, quand, dans le monde entier, où, bornage chronologique, 1947, 1989 ou 1991. La guerre froide, pourquoi? Nous l'avons longuement expliqué, je ne reviendrai pas là-dessus. La particularité de cette guerre, je vais en redire un petit mot, mais nous l'avions déjà expliqué. La particularité de cette guerre, c'est que, comme son nom l'indique, elle est froide, elle n'est pas chaude, comme une guerre classique, avec des combats, des champs de bataille, des bombardements, des destructions, etc. Au contraire, elle est froide parce que cette guerre n'est pas un affrontement militaire. Pourquoi cette guerre n'est pas un affrontement militaire entre les deux grandes puissances qui ont définitivement émergé à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, c'est justement parce que ces deux grandes puissances, USA et URSS, possèdent la bombe atomique, une arme de destruction massive capable de provoquer l'apocalypse sur la planète. Et évidemment, cette bombe atomique met en place ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Les pays qui possèdent cette guerre cette arme atomique sont dissuadés de l'utiliser contre ceux qui la possèdent, parce qu'ils savent qu'il y aura une réponse immédiate et la destruction totale de leur territoire. Donc, étant donné que cette guerre ne peut pas être militaire, elle va se jouer sur un autre terrain, et en fait, nous allons voir que cette guerre va être une guerre idéologique. C'est la réponse à la question comment? Comment se manifeste cette guerre qui n'est donc pas militaire entre les États-Unis et leurs alliés et l'URSS et ses alliés? Dans une dernière vidéo, prochaine vidéo, nous verrons les deux grandes crises de cette guerre, deux grandes crises à connaître au programme. La crise de Berlin et la crise des missiles de Cuba en 1962. Revenons à notre bureau qui maintenant est bien replacé malgré quelques plis. J'ai encore quelques progrès de repassage à faire. Bref, je peux m'entraîner pendant le confinement. Alors, enlevons d'abord, publicité, voilà. Troisième cours numéro 4. Alors, revenons à notre polycope de la dernière fois. Souvenez-vous, le titre officiel au programme, un monde bipolaire au temps de la guerre froide, bipolaire parce que installation dans le monde entier de deux pôles, deux camps, le camp des États-Unis, le camp de l'URSS, guerre froide, nous avons dit pourquoi froide, de 47 à 91. Je rappelle que le bornage chronologique de fin peut correspondre à la date de 1989, chute du mur de Berlin, ou 1991, effondrement de l'URSS. La guerre froide, donc une paix improbable, une paix impossible entre les États-Unis et l'URSS, parce que deux modèles totalement opposés, antagonistes, mais en même temps une guerre militaire impossible du fait de la possession de l'arme atomique. Alors, pour revenir là-dessus, un petit document vidéo qui va appuyer ce que j'avais dit la dernière fois sur la définition de guerre froide. Où est-il? Il est ici. Écoutez bien. Encore des paquets de missiles. Quand il y a la guerre, on peut dire familièrement que ça chauffe. Pourtant, au XXe siècle, est apparue une nouvelle forme de guerre, sans combat, une guerre froide. Mais comment des pays peuvent-ils être en guerre s'il n'y a pas d'affrontement? C'est la grande question. Comment
peut-il y avoir une guerre s'il n'y a pas d'affrontement militaire? Eh bien donc, comme on l'a dit, c'est une guerre sur d'autres terrains, dans d'autres domaines. Mais toujours avec cette tension et cette incertitude sur la possible utilisation de cette arme nucléaire. Au XXe siècle, le monde a connu les deux plus grands conflits de tous les temps, la Première et la Seconde Guerre mondiale. En 1945, les États-Unis utilisent la bombe atomique, l'arme la plus destructrice de l'histoire, pour mettre fin au conflit. Or, très vite, des tensions apparaissent entre ce pays et la Russie communiste. Alors, pourquoi des tensions apparaissent? Parce que nous l'avons vu, Staline, en libérant une grande partie de l'Europe de l'Est, en fait a conquis l'Europe de l'Est, a imposé des régimes communistes, et évidemment, les États-Unis et l'URSS ont deux modèles totalement opposés. Qui obtient également la bombe en 1949. Donc les États-Unis ont la bombe atomique en 1945, l'URSS très vite après, 1949. Une guerre entre ces deux superpuissances pourrait conduire à leur destruction mutuelle. Américains et Russes préfèrent donc éviter le conflit direct. Au lieu de cela, ils soutiennent d'autres pays pour affronter leur ennemi à leur place. Ils se livrent aussi à l'espionnage, à la compétition technologique, à la course aux armements et à la propagande, dans le cinéma ou le sport. En 1989. Alors, c'est tout ça que nous allons voir ensemble. Alors, je vous ai préparé un petit schéma simple qui va être notre plan aujourd'hui. Voilà. L'enjeu essentiel pour les États-Unis et l'URSS, si vous préférez, l'objectif essentiel n'est donc pas l'affrontement militaire, impossible, bombe atomique. L'enjeu essentiel, c'est d'attirer dans son camp le plus de pays possible et, par là même, freiner l'influence du camp adverse. C'est donc une bataille idéologique pour attirer un maximum de pays dans son camp. Bataille idéologique dans le sens où USA et URSS ne cessent de vanter leur modèle capitaliste américain contre modèle communiste URSS, et de vanter les réussites de chacun de ces deux modèles. C'est également la mise en place d'alliances dans chaque camp. L'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour le camp des États-Unis, l'OTAN étant une organisation militaire de défense collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un des pays du camp des États-Unis est attaqué, eh bien tous les autres répliqueront. De son côté, l'URSS fait la même chose avec ce qu'on appelle le pacte de Varsovie, également une organisation militaire de défense collective. Donc le but, en fait, c'est presque un jeu d'échecs. Le but, c'est d'attirer le plus de pays possible dans son camp. Regardons cette carte, je vous ai envoyé ce polycope. États-Unis, URSS. En rose, vous avez tous les pays qui ont basculé dans le communisme, d'ailleurs la Chine, autrement dit qui ont mis en place des régimes communistes, et puis en bleu clair, tous les pays qui ont mis en place des régimes sur le modèle de celui des États-Unis. Donc nous avons bien deux pôles, deux camps. Regardons un petit peu la répartition géographique de ces pôles, de ces camps. La plus grande partie de l'Afrique a basculé dans le camp de l'URSS, régime communiste. Même chose pour l'Asie. Par contre, dans le camp des États-Unis, nous avons bien sûr l'Europe de l'Ouest, dont la France, et nous avons la plus grande, enfin la totalité même du continent américain. Pourquoi? Parce que les États-Unis considèrent l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud comme leur chasse gardée. Il est impensable pour les États-Unis qu'une partie du continent américain bascule dans le camp communiste. Donc, en quelque sorte, un jeu d'échecs. Tout faire pour attirer le plus possible de pays dans son propre camp en vantant les mérites de son modèle et en vantant les réussites de son modèle, et également en
essayant de freiner l'influence de l'autre camp. Et c'est ce qui va se passer notamment en Europe. Souvenez-vous, Staline, en libérant une partie de l'Europe de l'Est, en fait, a conquis ces pays d'Europe de l'Est, il y a installé des régimes communistes, autoritaires, totalitaires. Nous nous étions posé la question, mais jusqu'où va s'arrêter Staline? Comment arrêter Staline? Nous ne pouvons pas le faire d'un point de vue militaire. Eh bien, les États-Unis ont freiné la progression du communisme en Europe avec ce qu'on appelle le plan Marshall. Plan Marshall, alors Marshall, secrétaire d'État américain, et en fait avec ce plan Marshall, les États-Unis ont fourni à l'Europe de l'Ouest une aide financière très très importante de 1948 à 1952, une aide financière, pour faire simple de l'argent, une aide financière très utile à l'Europe de l'Ouest pour se reconstruire après cette Seconde Guerre mondiale qui a été une guerre d'anéantissement. Donc on peut dire en quelque sorte qu'en Europe, les États-Unis ont freiné la progression du communisme en déversant de l'argent en Europe de l'Ouest pour aider ces pays à se reconstruire. Et c'est ce que le président Truman appellera la théorie de l'endiguement. Endiguement, digue, une digue étant un barrage. Et en fait, cette théorie, elle est toute simple. Elle consiste à dire qu'il faut mettre des digues, des barrages pour arrêter le communisme. Et ces digues, en fait, elle a pour forme cette aide financière. Parce que les États-Unis ont très peur d'une chose, qu'ils ont d'ailleurs théorisée, qu'on appelle la théorie des dominos. La théorie des dominos, vous savez que si vous placez plusieurs dominos verticalement, si vous en faites tomber un, eh bien tous les autres tomberont. Et les États-Unis pensent que dorénavant, si un autre pays d'Europe de l'Ouest, adopte le régime communiste, tombe dans le camp communiste, eh bien les autres pays, par cet effet de domino, tomberont également dans le camp communiste, le camp de l'URSS. Il faut donc mettre des digues, théorie de l'endiguement, et pour mettre ces digues, ces barrières, eh bien, on fournit une aide financière. Alors évidemment, l'Europe de l'Ouest, en contrepartie de cette aide financière, évidemment, s'engage à faire partie du camp des États-Unis. Donc nous voyons un peu la géographie de ces deux pôles, de ces deux camps. On a dit la guerre froide n'est pas une guerre militaire de par la dissuasion nucléaire. Alors, il y a pu y avoir quelques conflits militaires, mais attention, ce ne sont pas des conflits nucléaires. Quand il y a eu des conflits, c'était des conflits très locaux. En fait, de quoi s'agissait-il? C'était des pays à l'intérieur desquels il y avait, pour faire simple, des guerres civiles. Une partie de la population voulait adopter le modèle communiste, une autre partie de la population voulait adopter le modèle capitaliste des États-Unis, donc affrontement dans ces pays. Et en fait, les États-Unis et l'URSS ont aidé chacun des deux camps avec des conseillers militaires en fournissant des armes, etc. Donc quand il y a eu conflit militaire, c'était par l'intermédiaire d'autres pays. Donc des conflits localisés. États-Unis et URSS ne faisaient qu'aider les différentes parties dans un pays qui s'opposait par rapport au régime à adopter. Et donc en fait, cette guerre se joue dans d'autres domaines. Voyons dans quel domaine cette guerre a-t-elle eu lieu. Eh bien d'abord dans le domaine idéologique. Chacun des deux camps va vanter son modèle. Alors, évidemment, les États-Unis, par la voix de Truman, va vanter le modèle des États-Unis. Les États-Unis, une vraie démocratie, avec des élections libres et transparentes, des élections non truquées, avec une alternance, de vraies alternances, des changements de gouvernement. Les États-Unis vantent leur économie capitaliste, à l'opposé de l'économie communiste. Alors, en fait, l'idée, elle est très simple. Aux États-Unis, nous avons une économie capitaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les moyens de production appartiennent au privé. Les entreprises sont privées. Tout Américain
a le droit et même encouragé à investir, prendre des risques pour s'enrichir. C'est le mythe de la libre entreprise, alors que dans l'économie communiste, c'est tout l'inverse. Donc les États-Unis vont vanter ce modèle-là, où tout un chacun est libre de s'enrichir, même en partant de rien. Également, les États-Unis vont vanter leur mode de vie, en disant notre modèle, c'est la liberté individuelle, liberté d'expression, de circulation, etc. Et puis notre modèle, c'est aussi la société de consommation. Société de consommation, une société où les citoyens, aussi des consommateurs, peuvent acheter toute une série de biens de consommation disponibles en très grande quantité, réfrigérateurs, voitures, lave-linge, télévision, etc. C'est un peu la société de l'abondance. Alors évidemment, le modèle de l'URSS est très différent, puisqu'en URSS, comme nous l'avons longuement vu et étudié, nous avons un régime totalitaire où tous les domaines de la vie sont contrôlés par l'État, avec l'usage de la terreur, souvenez-vous, le fait de désigner un ennemi commun à abattre, à éliminer, et puis finalement, dans l'URSS de Staline, tout le monde devient un ennemi potentiel, tout le monde se sent visé, tout le monde est terrorisé, avec une police politique absolument sans merci, le NKVD, usage de la propagande, évidemment, population encadrée, embrigadée, endoctrinée, pensons aux organisations de jeunesse. L'économie communiste, très différente de l'économie capitaliste. Évidemment, les soviétiques n'ont absolument pas le droit d'investir, de créer leur propre entreprise privée, pour faire des bénéfices, etc. Au contraire, tout est mis en commun, collectivisation, toutes les entreprises appartiennent à l'État et il est interdit de s'enrichir, puisque dans l'idéologie communiste, souvenez-vous, on pense que c'est parce que certains peuvent s'enrichir que les inégalités sociales vont devenir grandes, les inégalités sociales vont se creuser. Au niveau du mode de vie, évidemment, c'est l'extrême inverse de ce qui se passe dans le modèle capitaliste. Aucune liberté individuelle, tout le monde est surveillé, répression des opinions différentes, divergentes. Autrement dit, répression des soviétiques qui osent critiquer le régime. Ils sont envoyés dans les camps du goulag, des camps de travaux forcés. Alors, les différents pays du monde ont le choix entre ces deux modèles qui sont vantés. Alors, évidemment, on peut se poser une question. Quand on voit ce tableau, évidemment, il n'y a pas photo et on peut se demander pourquoi beaucoup de pays, finalement, ont choisi le modèle communiste, quand on compare avec le modèle des États-Unis. Eh bien, en fait, c'est tout simple. L'URSS, évidemment, par une propagande très intense, elle a masqué la réalité de ce qui se passait avec son modèle, elle a embelli les choses, elle a fait preuve de bons sentiments. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, dans beaucoup de pays, beaucoup de gens sont très sensibles à l'idéologie communiste qui, je répète, à la base, vise à réduire les inégalités sociales. Bref, chaque pays doit choisir son camp avec deux modèles diamétralement opposés. Pour les pays hésitants, évidemment, chaque modèle doit faire sa propre publicité, ce qui sera fait à travers un certain nombre de compétitions et de propagande. Alors, un outil classique de propagande, les affiches. Donc là, nous voyons deux affiches de propagande contre le modèle américain, occidental. Notamment celle-ci, où on voit une pieuvre qui symbolise les États-Unis, qui voudrait coloniser
l'Europe de l'Ouest. Cette autre affiche, et puis de l'autre côté, une autre affiche de propagande, évidemment, qui critique le modèle de l'URSS, peuple libre d'Europe de l'Ouest, défendez-vous contre cette menace de l'URSS, cette menace évidemment qui se rapproche. Donc une propagande classique faite par des affiches. Une propagande qui va mettre l'accent aussi sur la course aux armements nucléaires. Chacun des deux pays, États-Unis et URSS, vont en quelque sorte essayer de montrer leurs muscles. C'est à celui qui possédera le plus d'ogives nucléaires pour développer sa grandeur. Donc là, nous voyons avec ces courbes le nombre d'ogives nucléaires possédées par les États-Unis, le nombre d'ogives nucléaires possédées par l'URSS, avec un petit retard, puisque les États-Unis mettent au point la bombe atomique en 1945, et puis l'URSS en 1949. Et vous voyez, c'est la course à l'armement. C'est à celui qui aura le plus d'ogives nucléaires, à celui qui sera le plus puissant d'un point de vue nucléaire. Cette compétition au niveau de l'armement, cette compétition, elle va se jouer également dans le domaine spatial. Alors, le domaine spatial, c'est un outil de propagande pendant la guerre froide. En fait, c'est l'URSS qui va gagner la première bataille de la conquête spatiale, puisque en 1957, c'est le lancement du premier satellite nommé Sputnik, lancé par l'URSS et mis en orbite. Énorme avancée technologique. Et évidemment, les États-Unis se rendent compte qu'ils sont très en retard dans le domaine spatial, donc ils vont tout faire, sous l'impulsion du président Kennedy, pour se lancer justement dans cette conquête spatiale avec la mission Apollo, qui débouchera en 1969 avec la mission Apollo 11, avec le premier pas sur la Lune réalisé par des Américains en 1969, ce qui va signifier la victoire américaine sur l'URSS dans la course à l'espace. Bref, là encore, une compétition. C'est à celui qui sera le meilleur dans la conquête spatiale. Tout à l'heure, nous avons vu, c'est à celui qui sera le meilleur dans la puissance nucléaire. Cette propagande, on la voit partout, dans tous les domaines. Notamment, par exemple, j'ai pris un exemple à travers les comics. Autrement dit, les bandes dessinées avec des super-héros destinés pour les enfants, et bien même dans ces comics, nous voyons cette propagande, avec ce héros, Captain America, en train de lutter, de se battre contre des espions soviétiques de l'URSS, en train de lutter contre Electro, le méchant, soi-disant le résultat d'une expérience scientifique soviétique. Bref, les enfants sont aussi mobilisés dans cette propagande qui oppose donc deux modèles. Cette compétition, je rappelle, cette compétition vise à prouver qu'on est le meilleur dans tous les domaines. Eh bien, cette compétition, mise en valeur par la propagande, elle se voit aussi dans le cinéma. Alors, j'aurais pu prendre plusieurs exemples de films, notamment certains films de James Bond. J'ai choisi un film peut-être qui va plus vous parler, notamment le célèbre film Rocky IV. L'exemple parfait de la propagande durant la guerre froide. Rocky Balboa, ce célèbre boxeur dans Rocky IV, va affronter un boxeur soviétique de l'URSS. Et en fait, dans ce film que vous avez peut-être vu, ce boxeur russe est montré comme très froid, sans aucun sentiment, sans aucune humanité, une espèce de machine à tuer, prêt à tout pour tuer justement, alors que le héros américain, Rocky Balboa, est montré sous un jour tout à fait différent. Il est montré comme quelqu'un
de très humain, soutenu par ses amis, soutenu par sa famille. Quelqu'un qui a ses faiblesses, qui a ses interrogations, mais qui, à force d'efforts et de volonté, eh bien, va vaincre cette machine à tuer, incarnée par ce boxeur russe, et par là même montrer la supériorité des États-Unis sur l'URSS. Bref, alors, également, mais je ne vais pas m'étendre, le sport est un outil de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant les différents Jeux olympiques qui ont lieu, eh bien, il y a toujours une comparaison, qui de l'URSS, qui des États-Unis a obtenu le plus de médailles d'or, médailles d'argent, etc. Bref, en fait, on ne peut pas s'affronter militairement, donc en fait, il va y avoir une compétition dans tous les domaines. Et le but, c'est de montrer que dans tous les domaines, on est le meilleur, que notre modèle est le meilleur. Concernant la course à l'espace, je vais vous montrer un petit document vidéo. Nous allons le regarder tout de suite. Alors, La course à l'espace débute en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Le 4 octobre 1957, un missile balistique intercontinental permet l'envoi du premier satellite soviétique dans les... Alors, évidemment, pour les États-Unis, c'est une humiliation parce que la première étape de la conquête de l'espace est réalisée par l'URSS. Puis en plus, ce satellite, Sputnik, il est lancé par un missile intercontinental. Intercontinental, ça veut dire un missile qui peut aller d'un continent à un autre. Et en fait, ce missile pouvait tout à fait atteindre le territoire américain. Espace. L'engin est baptisé Sputnik. Quand les Américains apprennent la nouvelle, ils sont scotchés. Les Soviétiques viennent de prendre une sérieuse longueur d'avance en démontrant toute l'étendue de leur capacité technologique. Le gouvernement américain décide alors de réagir sur le champ. En 1958, les États-Unis envoient le satellite Explorer 1 dans l'espace et fondent leur agence spatiale, la NASA. En parallèle, Eisenhower initie 2 programmes secrets. Le premier est conduit par l'US Air Force et vise à exploiter le potentiel militaire de l'espace. Le second est confié à la CIA et a pour objectif l'utilisation de satellites pour espionner l'URSS. Malgré ces efforts, les Soviétiques gardent l'avantage. En 1959, la sonde Luna 2 parvient à atteindre la Lune. Et en avril 1961, Youri Gagarin devient le premier être humain à orbiter la Terre. Les Américains ne sont jamais loin derrière, mais aimeraient bien coiffer l'URSS au poteau. En mai 1961, le président Kennedy annonce publiquement que les Américains feront atterrir un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. 1961 et 1964, des employés par plus. En 1968, les États-Unis lancent Apollo 8, la première mission habitée à orbiter la Lune. C'est le début de la fin pour les Soviétiques. De leur côté, ces derniers rencontrent de sérieuses difficultés politiques, économiques et techniques avec leur programme spatial. Le 16 juillet 1969, les astronautes Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins quittent la Terre à bord d'Apollo 11. Leur mission, se poser sur la Lune et y débarquer. L'atterrissage a lieu le 20 juillet et quelques heures plus tard, Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune. Voilà, alors pour finir cette vidéo, un petit rappel. Donc, un monde bipolaire, 2 pôles, 2 camps, les États-Unis et leurs alliés, en bleu, l'URSS et ses alliés, en rose. Chacun a choisi son camp, avec évidemment 2 modèles opposés, 2 modèles économiques opposés, 2 modèles politiques opposés, 2 modèles de société opposés, des alliances militaires, l'OTAN pour les États-Unis et ses alliés, défense militaire pour se défendre, le pacte de Varsovie pour l'URSS et ses alliés pour se défendre d'un point de vue militaire si jamais il y a attaque, mais il n'y aura pas attaque. Quelques petits conflits militaires, mais des conflits très locaux. Et dans ces cas-là, les États-Unis et l'URSS n'interviennent jamais directement, ils ne font qu'aider dans chaque pays
le camp qui veut promouvoir ou adopter son modèle. Et donc, cette guerre, elle va se jouer sur un terrain idéologique. Théorie de l'endiguement. Dans chaque camp, on essaye de mettre des digues pour éviter que un pays qui est dans notre camp passe dans l'autre camp. La digue, ça peut être une aide financière accordée, comme celle que les États-Unis accordent à l'Europe pour la reconstruction. Mais en fait, pour attirer dans son camp le plus de pays possible, eh bien, c'est surtout une bataille idéologique. Il faut vanter son modèle, autrement dit, montrer que son modèle est le meilleur. Et il faut aussi montrer ses réussites, sa grandeur, la course à l'espace, par exemple, la propagande à travers les films, à travers la bande dessinée. Voilà. Alors, c'est donc une guerre idéologique qui se joue sur le terrain de l'idéologie. Je rappelle ce qu'est une idéologie. Nous en avons longuement parlé depuis le début de l'année. L'idéologie, c'est la manière dont on voit le monde, la manière dont on veut qu'il soit organisé. Donc, cette guerre froide ne verra aucun conflit militaire et de nature nucléaire. Seulement, lors de cette guerre froide qui dure de 47 à 91, il va y avoir un certain nombre de crises, et les deux plus importantes. La crise de Berlin avec la construction du mur de Berlin, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, construction d'un mur, donc là on a vraiment une barrière physique entre deux camps. Et nous verrons en fait la plus grande crise de la guerre froide, la crise des missiles de Cuba, et là, pour la première fois, le monde a tremblé avec l'hypothèse, la possibilité d'un conflit mondial nucléaire. C'est la seule fois où il y a eu cette peur, cette crainte. Et on verra finalement que ça s'est joué à peu. Voilà, mes chers élèves de 3e 5, il nous restera donc une dernière vidéo pour ces deux grandes crises de la guerre froide. Pour ces deux grandes crises, je vous ai envoyé